OK, voici les différents modes de reproduction. Il y a tout d'abord la reproduction sexuée et la reproduction asexuée. Pour la reproduction sexuée, on a besoin d'avoir des gamètes. Les gamètes vont s'unir pour former un organisme qui est différent de celui du parent. Donc, c'est vraiment un mélange ou une combinaison du matériel génétique de deux organismes qui va former un nouvel organisme ou un organisme différent. La reproduction asexuée, à l'opposé, on a un organisme qui va produire un autre organisme dont les caractères héréditaires ou génétiques sont identiques à celui du parent. Donc, la reproduction sexuée produit des organismes différents, tandis que la reproduction asexuée produit des organismes identiques. Voici un tableau qui résume certaines différences entre la reproduction sexuée et asexuée. Donc, tout d'abord, étant donné qu'on a besoin de gamètes pour la reproduction sexuée, on a donc besoin d'un partenaire. La reproduction sexuée est généralement plus lente. Donc, nous, par exemple, les humains, pour avoir un bébé, ça va prendre 9 mois. Tandis qu'une bactérie qui se reproduit de façon asexuée, c'est beaucoup plus rapide. Ils peuvent se multiplier, par exemple, ou se reproduire à chaque 20 secondes. Ça, c'est un exemple. Mais la reproduction sexuée est associée à une plus longue vie, tandis que la reproduction asexuée est associée à une vie plus courte, ou une durée de vie plus courte. Étant donné que la reproduction sexuée crée des organismes différents, les enfants ne sont pas nécessairement adaptés à leur milieu. On augmente la diversité génétique ici. Pour être capable de se reproduire de façon sexuée, on a besoin d'être capable de produire et de transporter des gamètes. Donc, ça fait intervenir des systèmes reproducteurs et des modes de fécondation, d'attraction du sexe opposé, etc., qui est beaucoup plus complexe ici. Et étant donné que c'est plus complexe, il y a plus de risques d'erreur au niveau de la méiose, comme on a vu, pour créer des anomalies génétiques, etc. Étant donné qu'on crée des organismes différents, ça permet aussi d'éliminer certaines erreurs génétiques. Donc, ça ne veut pas dire, par exemple, que ton père ou ta mère est atteint d'une certaine maladie, que toi, à la naissance, tu vas automatiquement avoir cette maladie-là. Il y a des capacités d'adaptation. Étant donné qu'on est tous différents, on peut s'adapter à différents environnements, à un différent rythme. Et on a tous des capacités de résistance différentes. Donc, s'il y a une personne dans la classe qui tousse parce qu'elle a la grippe, ce n'est pas tous les élèves qui vont attraper la grippe par la suite parce qu'on a tous un système immunitaire différent. Et étant donné qu'on a besoin des gamètes, il y a toujours un risque de transmission de maladies ou d'infections transmises sexuellement. En regardant du côté de la reproduction asexuée, c'est beaucoup le contraire de ce que je viens juste de mentionner. Les enfants sont adaptés à leur milieu. Donc, si une bactérie qui vit dans un milieu très acide, par exemple, se reproduit, elle va former des bactéries qui, elles aussi, sont capables de vivre dans un milieu très acide. Donc, l'enfant ou l'organisme en venant au monde ou en étant produit est directement ou automatiquement adapté à leur milieu parce qu'ils sont identiques aux parents. Il n'y a par contre aucune capacité d'adaptation. Donc, si le milieu change, l'organisme ne sera pas capable de s'adapter. Ou s'il y a une catastrophe, par exemple, l'espèce en question risque d'être anéantie. Donc, par exemple, si vous avez une infection d'oreille causée par des bactéries dans votre oreille, le médecin va vous prescrire un antibiotique. Puis l'antibiotique a pour but de tuer toutes les bactéries qui te causent ton infection d'oreille. Parce qu'elles sont tous identiques, elles vont être capables d'être tous anéanties ou tuées par ton antibiotique. Donc, pour la reproduction asexuée, il y en a de différents types. Ça peut être la scissiparité, le bourgeonnement, la segmentation, des spores ou la reproduction végétative. Je vais aller rapidement à travers ces définitions-là, mais sachez que vous n'avez pas besoin de les connaître. Vous avez par contre besoin de comprendre que la reproduction asexuée crée des organismes qui sont identiques et voici certaines façons que les organismes peuvent prendre pour y arriver. Donc, tout d'abord, il y a la scissiparité. La scissiparité, c'est beaucoup utilisé chez des bactéries ou des organismes unicellulaires, c'est-à-dire qui ont juste une cellule. Ça ressemble beaucoup à la mitose. La bactérie, par exemple, va doubler son matériel génétique, puis ensuite se diviser pour obtenir des organismes qui sont identiques. Le bourgeonnement,
c'est comme si tu aurais une excroissance, un petit bourgeon qui pousse sur un organisme mère et il va pousser, pousser, pousser pour finalement se diviser et avoir exactement le même matériel génétique. La segmentation, on l'observe parfois chez des étoiles de mer, par exemple, qui se font casser et chaque moitié forme un organisme qui a exactement, encore une fois, le même matériel génétique. Les spores, ce sont comme des petites graines qui contiennent le matériel génétique, puis chaque spore a la capacité de devenir un nouvel organisme, encore une fois, avec le même matériel génétique. Reproduction végétative chez certaines plantes, comme les fraisiers par exemple. Les racines, ils peuvent sauter, on appelle ça des stolons, et quand la racine saute, elle va aller produire un autre fraisier qui a exactement le même matériel génétique. Donc, le point clé qui regroupe tous ces modes de reproduction ici, c'est qu'à chaque fois, vous avez le même organisme, ou plutôt un organisme avec exactement le même matériel génétique qui est produit. Pour la reproduction sexuée, on a ce qu'on appelle la séparation des sexes, comme chez les humains, par exemple. La séparation se fait au niveau des chromosomes. On a vu que 2 chromosomes X donnent une fille et qu'un chromosome XY donne un garçon. Et la différence se trouve sur la 23e paire de chromosomes, qu'on appelle les chromosomes sexuels. On a aussi un autre mode qu'on appelle l'hermaphrodisme. Les hermaphrodites sont des organismes qui peuvent produire les 2 types de gamètes. Donc, ils possèdent les 2 systèmes reproducteurs. Donc, l'hermaphrodisme, c'est le mode de reproduction des hermaphrodites. Okay? Il y en a certains exemples que vous connaissez dans l'éponge de mer, par exemple, les vers de terre, les tomates. Il y a beaucoup de plantes qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles peuvent produire à la fois les grains de pollen, qui sont comme les spermatozoïdes ou les gamètes mâles, et les ovules, qui sont les gamètes femelles. Maintenant, qu'est-ce qui est l'avantage pour les espèces d'être capables de se reproduire selon le mode hermaphrodisme? C'est surtout pour les organismes qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, pensez à la plante, par exemple, qui n'est pas capable de se déplacer pour aller trouver un partenaire de sexe opposé. Le fait qu'elle produise elle-même les 2 types de gamètes lui assure sa reproduction. Souvent, la plante peut même le faire une auto-fécondation, c'est-à-dire qu'elle peut utiliser son pollen avec ses propres ovules. Ça facilite leur reproduction, puis ça assure une certaine survie au niveau de l'espèce. C'est bien aussi pour les organismes qui sont peu nombreux ou qui se déplacent très lentement, comme par exemple les petits vers de terre, qui se voient peut-être pas aussi souvent que nous, les humains, qu'on rencontre des sexes opposés quand même assez souvent. Les vers de terre, avant qu'ils trouvent un autre ver de terre, puis que le sexe soit opposé, ça pourrait leur poser certains problèmes au niveau de leur survie. Et le fait qu'ils sont hermaphrodites leur assure une certaine facilité au niveau de la reproduction pour ces espèces-là. Pour la reproduction sexuée, étant donné qu'on a besoin des gamètes, comme j'ai mentionné, on a besoin d'une fécondation. La fécondation, c'est vraiment le moment où l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent. Chez l'humain, cette fécondation-là se fait dans les trompes de Fallope. C'est certain au fil des années, on a développé des techniques pour permettre à certaines personnes, par exemple, qui ont plus de difficultés de concevoir ou d'avoir un bébé, de faire une fécondation qu'on appelle in vitro, c'est-à-dire qu'on va combiner le spermatozoïde et l'ovule à l'extérieur du corps pour ensuite l'implanter dans l'utérus de la femelle ou de la femme. Mais en général, ou normalement, la fécondation se produit dans les trompes de Fallope pour l'humain. Cette fécondation-là peut être interne ou externe. Donc, la fécondation interne, c'est quand les gamètes s'unissent à l'intérieur du corps de la femelle. Des organismes comme l'humain, normalement, vont utiliser une fécondation interne. Les mammifères, que ce soit une souris, un écureuil, une vache, etc., les oiseaux, des tortues, des serpents, vont tous utiliser une fécondation interne. La fécondation externe, à l'opposé, les gamètes vont s'unir à l'extérieur du corps de la femelle, comme par exemple dans le cas de la fécondation in vitro que je parlais tout à l'heure. Vous avez certains organismes qui utilisent la fécondation externe aussi, comme le crapaud, la grenouille. Au fait, les amphibiens vont utiliser la fécondation externe. La grenouille ou le crapaud mâle va monter sur le dos de la femelle et au moment où la femelle va pondre ses œufs, le mâle va libérer ses spermatozoïdes dessus pour faire la fécondation externe.
La majorité des poissons utilisent la fécondation externe. Donc, les poissons mâles vont libérer leurs spermatozoïdes dans l'océan. Les poissons femelles vont libérer leurs ovules et ils vont espérer qu'il y en a qui se rencontrent pour faire la fécondation et la reproduction de cette façon. Les algues, plusieurs sortes d'algues utilisent la fécondation externe. Donc, dans le renflement des genres de petites boules des algues que l'on voit, ça contient les spermatozoïdes ou les ovules. Puis quand les algues se font fracasser par des vagues ou sur des rochers, ben, ils vont éclater puis libérer à ce moment-là les gamètes qui vont s'unir dans l'océan. Et c'est tout.